Ce pays-là, c'est cette partie de l'Afrique noire qui longe le Niger entre Gao et Niamey. Le long du gigantesque courant s'étend cette savane pleine de drames et de mystères où les éléphants broutent les clairières, où chaque coin de forêt abrite un fauve prêt à bondir, une harde en quête de nouvelles pâtures. Monde encore dans l'enfance, où la vie des hommes s'amalgame aux grandes forces naturelles, car en vérité, ce pays-là est un pays émergé du fond des âges, figé dans la pureté originelle d'une sorte de préhistoire. À la lisière de la grande forêt qui n'a pas changé depuis des millénaires, un village. Un village avec ses greniers de terre séchée où l'on emmagasine la nourriture, avec ses paillotes où s'agite dans l'ombre une vie silencieuse, avec ses métiers de grand air, ses artisans et ses bateliers, avec cette espèce de murmure de la vie qui se scande au bruit éternel des pileurs de mille. Un des derniers villages peut-être, où vivent selon des rites millénaires les restes de cette race Sonraï qui domina dans les temps très anciens l'empire de Gao. Ces dominateurs ne sont plus que de pacifiques villageois qui vivent de leur culture, de leur chasse et de leur pêche. À la saison sèche, le village part à la recherche de la viande. Grave opération qui exige des préparatifs nombreux et parfaits. Le bois des harpons est complété par des sortes de flotteurs en moelle de sureau qui le maintiendront à la surface du fleuve, pendant que le fer détachable restera fiché dans la chair de l'hippopotame, gibier abondant et choisi, que le génie du fleuve consentira à abandonner à son peuple si celui-ci a bien accompli tous les rites. Ensuite, sur la place du village, tous les harpons sont réunis. Il faut consacrer le fer de ces armes au génie du fleuve qui favorisera la chasse. Et les litanies de l'incantation accompagnent le sacrifice d'un mouton dont le sang devra tacher chacune des pointes pour que la magie soit opérante. Mystérieux et éternel sortilège qui mêle depuis toujours aux prières des hommes le sang des holocaustes. Et le jour favorable fixé par les augures arrive. Ce jour-là, l'escadre de chasseurs composée de pirogues légères, où ont pris place un harponneur et 2 pagayeurs, s'en vont sur le fleuve à la découverte de la proie promise. Le rythme mélancolique des piroguiers emporte la flottille en longue glissade sur l'eau tranquille, pendant qu'en arrière-garde suit la grosse pirogue chargée du vieux chef et de l'arsenal de réserve. Patiente recherche qui entraîne l'expédition sur des kilomètres vers la retraite de l'hippopotame. Et soudain, le voici. Un guetteur l'a montré et l'assaut général se prépare pour se déclencher au signal du chef. À ce moment, toutes les pirogues s'élancent vers le gibier convoité pour placer les harponneurs à bonne portée. L'hippopotame, baugé dans les roseaux, a reçu une première volée de ces traits crochus qui maintenant ne l'abandonneront plus. La tactique à ce moment commande aux chasseurs de s'éloigner du combat, à la fois pour éviter les réactions brutales de la bête blessée, dont le simple contact retournerait la pirogue, et pour aller chercher à la pirogue amirale un nouvel approvisionnement de harpons. Nouvelle approche, nouveau signal, nouvelle charge générale. L'hippopotame lardé de saguets crochus va offrir aux yeux qui le découvrent l'aspect inattendu d'une véritable flotte d'épingles. Mais la pluie de harpons ne cesse plus. L'hippopotame, perdant son sang par 100 blessures, se débat de plus en plus faiblement dans les affres de l'agonie. C'est fini. Aux yeux des guetteurs, les soubresauts de la bête blessée se montrent de plus en plus faibles. La hardiesse des chasseurs s'accroît à proportion. Et bientôt, sous quelques derniers coups bien ajustés, l'hippopotame n'est plus qu'une masse de 2 tonnes qui flotte entre 2 eaux.
C'est alors qu'au chant monotone et rythmé des pagayeurs, toutes les pirogues s'approchent de l'énorme tas de viande tiède qui coule lentement hérissé de saguet dans sa bauge de roseau. Des plongeurs vont sous l'eau amarrer le cadavre pour le remorquer et la caravane reprendra la grande route du fleuve, remorquant sa victime qu'un pilote guidera à grands coups de pagaie à bord de cet étrange radeau. Et voici la terre, le coin choisi où l'on va procéder, après avoir retiré les pointes des harpons, au dépeçage de l'animal, fumer la viande et se livrer à cette joyeuse charcuterie où chacun coupe et tranche et où il y a toujours un morceau à ramasser, une bouchée à avaler. Et pendant que les chanteurs rappellent en termes choisis la gigantesque bataille contre l'hippopotame, le courage des chasseurs, la défense de la bête et la protection du génie des eaux, le peuple accouru dévore les parts à manger tout de suite. Les parts à manger tout de suite. Vocable éloquent qui désigne, chez ces éternels affamés de viande, tout ce qu'on peut manger sans entamer les blocs massifs qui formeront les réserves. Ainsi, sans doute, dans les ténèbres de la préhistoire, les hommes des cavernes ou des villages lacustres entonnaient-ils des chants de victoire pour célébrer les bonnes chasses en s'empiffrant de viande crue. Maintenant, sur la place du village, les batteurs de calebasses ont donné le signal. C'est l'heure des danses sacrées, où selon des rites venus du fond des âges, on va, comme l'ont fait tout au long de siècles sans histoire, des générations sans nombre, danser religieusement la danse des génies, qu'on nomme aussi la danse de la possession. Le premier mouvement entraîne d'abord quelques danseurs, c'est le tour de la concession, qui est comme la simple promenade de gens qui attendent. Qui attendent quoi? Et puis, le rythme s'accélère, et d'autres entrent dans la ronde sacrée. Et le second mouvement, qui se nomme du nom même de son geste principal, secouer la tête, commence à apporter aux danseurs cette sorte d'étourdissement cérébral et physique qui tout à l'heure se transformera en extase. Et le rythme s'accélère encore. Et le troisième mouvement commence à libérer de leur pesanteur physique et de leur personnalité quotidienne les danseurs qui entrent dans une sorte de saoulerie de bruit et de mouvement. Chacun, dans le rythme général, commence à se sentir pénétré d'une présence étrange. C'est que l'Afrique noire pénètre par ses racines dans ce domaine mystérieux des forces inconnues, où les dieux et les génies ont leur place dans la vie des hommes. Et voici que le rythme change et que chaque minute et chaque geste appelle au milieu de ces êtres vivants d'autres êtres, impalpables ceux-là, mais si terribles et si puissants que toute la vie des hommes n'est qu'un grain de sable dans leurs mains, une herbe folle sous leur souffle. Et voici qu'une femme s'est arrêtée. Elle oscille debout, l'œil égaré, respire avec peine car la venue des esprits ne se fait jamais sans souffrance, cherche de ses yeux fixes, à travers les visages, l'ombre diffuse du génie obscur qui l'a tout à l'heure touché à l'épaule et qui maintenant passe en elle. Elle a jeté son châle. La sorte d'hystérie qui la saisit la gagne peu à peu tout entière. Elle hume à travers le vent le fumet de mystère auquel nos sens de civilisés sont devenus réfractaires. Une présence étrangère s'est installée en elle. Une présence mystérieuse, maintenant incarnée dans cette pauvre femme de tout à l'heure, dont le langage même est changé. Et tout le monde a reconnu la présence incarnée. C'est celui qu'on invoquait, celui qu'on glorifiait, celui qui a accordé à son peuple la mort de l'hippopotame, celui qui demain, s'il le veut, accordera encore des amas de bonne nourriture. Diko, le génie du fleuve. Diko est là. Diko est là. Et autour de la possédée,
L'hystérie devient collective. D'autres génies sont survenus appelés par le son des calebasses et les incantations. Ils sont là et ils veulent eux aussi leur part de la vie des hommes. Sous le regard de l'halluciné, un homme se convulse. Un autre tombe à la renverse. Et un autre commence à saliver, la bouche pleine de mousse blanchâtre, comme atteint d'épilepsie. Les génies sont entrés dans les hommes, ou plutôt ce ne sont plus des hommes qui dansent, parlent et agissent, mais les génies même à qui ils donnent asile. Celui-ci, sans crainte du feu, passe une torche sur sa peau. Celui-là continue à sauter en arrière sans fatigue et sans faim. Le saliveur bave impossiblement. Les génies maintenant mènent le jeu, et les hommes ne sont plus que de pauvres choses aux mains de puissants inconnus, qui les abandonneront dans quelques heures, pareils à des cadavres. La nuit a passé là-dessus, et le matin sur le village luit de la même lumière blanche et lourde que tous les autres matins. Les mêmes bruits, les mêmes gestes, les mêmes scènes de tous les jours se retrouvent dans le décor habituel. La vie du village a repris comme voici 1000 ans éternellement pareil. Était-ce bien ici? Était-ce bien hier? Les hommes même, se souviennent-ils? Alentour, la savane, la forêt et le fleuve déroulent éternellement leur drame quotidien. L'Afrique ajoute une journée à ces millénaires. Rien n'a changé, rien ne change. Au long de l'énorme fleuve des Noirs, sans souci des siècles, s'étend un empire de préhistoire hanté de fauves et de magie. L'Afrique, l'Afrique sans âge.